Le thème du colloque aujourd'hui, c'est amour et politique. Donc, il y a aussi un lien avec le thème de l'année précédente qui était sur la famille. Et donc, l'idée, c'était aussi de se poser cette question de l'engagement au-delà de la famille dans la sphère politique. C'était un peu le fruit des échanges de l'an dernier. Donc on a un très beau programme aujourd'hui et c'est Mathieu Screr, un habitué des colloques, qui va commencer. Donc Mathieu est docteur en philosophie de l'Université de Montréal, professeur de philosophie au Cégep Édouard-Montpetit. Sa thèse de doctorat en philosophie s'intitule « Laisser s'imposer l'être, appartenance et métaphysique des transcendantaux dans Vérité et méthode » de Hans-Georg Gadamer. Il a aussi publié « Amour, utilité et dignité humaine, la distinction entre user et jouir chez Augustin, lu à travers l'impératif catégorique ». Et il a dirigé l'ouvrage collectif « Le monde est un miracle, enfance et réenchantement du monde et sens de la vie », qui a donné lieu aussi à un des colloques de la communauté Saint-Jean en 2013. Donc le titre de son intervention, « L'amour comme a priori du politique », donc qui nous permet directement d'entrer dans le thème du colloque sur l'amour et la politique. Alors bonjour à tous, bienvenue. Je m'excuse d'avance, je suis pris d'un vilain rhume, alors ça risque de sonner un peu étrange, mais bon, j'espère que vous allez bien entendre quand même. Alors, communication, ma communication s'intitule « L'amour comme a priori du politique ». Et j'ai envie de lancer une thèse pour lancer le colloque. Je dirais que la question de la relation entre amour et politique exige d'examiner la place des idéaux en général dans la vie publique. Alors, je vais soutenir ici que l'amour doit être entendu comme l'a priori du politique, c'est-à-dire comme la motivation, le présupposé, la condition de possibilité qui nous pousse vers la sphère politique. Donc, je le ferai en exposant 5 objections à cette idée, à l'idée d'associer amour et vie publique. Brièvement, je vais les énoncer. Première objection, l'amour, comme tout idéal, appartiendrait de soi à la vie privée. Puis, l'attrait du politique s'expliquerait simplement par l'ambition. En troisième lieu, il est impensable, ou il serait impensable d'avoir de l'affection pour tous. Troisième objection. Quatrième objection, l'implication en politique s'explique encore par l'indignation face à la mauvaise intendance du bien commun. Et enfin, à quoi bon l'amour s'il est récompensé par la haine? Donc, première objection, l'amour serait un idéal qui n'appartient pas à la vie publique, qui n'a rien à voir avec la vie publique. Alors, je serais tenté par lancer la question suivante. L'amour doit-il être tenu à l'écart de la vie publique? On dira bien, OK, mais quelle place attribuez-vous donc à l'amour dans la sphère politique? N'appartient-il pas de manière évidente, au contraire, à la sphère privée, la sphère des relations amoureuses, parentales, filiales, des relations d'amitié? Nous comprenons en effet spontanément l'amour comme indissociable de l'affection que l'on porte à ceux qui nous sont proches. Or, la sphère publique devrait être réservée à des questions d'intérêt commun et non d'intérêt privé. Je toucherai plus loin l'objection selon laquelle le fait qu'il serait impossible d'éprouver de l'affection pour tous réfuterait ma thèse. Pour l'instant, je me consacrerai au rapport entre les idéaux en général et la sphère politique. Alors, un témoignage important à cet effet est celui de Max Weber, sociologue du début du 20e siècle, qui a inventé l'expression « désenchantement du monde » pour décrire la tonalité particulière à notre époque. Je vais citer Weber, qui dit « Il appartient au destin de notre temps, avec la rationalisation et l'intellectualisation qui lui sont propres, et surtout avec le désenchantement, que précisément les valeurs ultimes et les plus sublimes se sont retirées de la vie publique pour se réfugier soit dans l'arrière-monde de la vie mystique, soit dans la fraternité des relations directes que les individus entretiennent entre eux. »
C'est tiré de son texte « Le savant et le politique ». La question du désenchantement, nous l'avons touchée ici même il y a 2 ans, justement, lors du colloque autour du livre « Le monde est un miracle ». Et donc, ce sont des idées que, par exemple, Marc-Antoine Vallée, qui est avec nous, a exposées dans le premier chapitre du livre. Je rappellerai seulement ici que la thèse de Weber consiste à dire que la caractéristique principale de notre temps, c'est l'avènement et l'hégémonie de la raison scientifique et technique, caractérisée surtout par l'idée que tout est en principe compréhensible et maîtrisable à l'aide du calcul. C'est pourquoi les scientifiques sont souvent considérés comme étant les seuls véritables possesseurs du savoir, et c'est un savoir qui leur permet un contrôle, un véritable pouvoir sur la nature. Donc ça, c'est l'idée du désenchantement, très, très brièvement. Or, ce que nous appelons spontanément des valeurs, des idéaux, disons, ne correspondent pas à des données quantifiables. C'est pourquoi leur prétention à la vérité est souvent reléguée au domaine de l'opinion privée. L'universalité des valeurs, contrairement à celle des prétentions de la science, est ainsi remise en question et c'est pourquoi elles sont reléguées au domaine des perceptions privées. Or, la conséquence politique de cet état de fait, c'est qu'elles perdent ainsi par conséquent leur capacité à obtenir une reconnaissance publique, une reconnaissance politique. On n'a qu'à penser à la grande difficulté qu'éprouvent nos leaders politiques à énoncer une ou deux valeurs communes des Québécois, par exemple. On parle de l'égalité homme-femme, la laïcité des institutions. En dehors de ça, essayer de trouver dans le discours politique ambiant des valeurs communes. C'est une difficulté qu'aucun siècle avant nous n'aurait pu comprendre. Or, en reléguant ainsi les valeurs les plus hautes à la sphère privée, est-ce qu'on négligerait pas de voir dans ce qui nous meut vers la sphère politique, vers le domaine du politique, à tout le moins une certaine forme d'amour? À quoi, en effet, le politique doit-il se consacrer, si ce n'est le bien commun? Et qu'est-ce qui nous pousserait à investir la sphère politique, si ce n'est l'amour du bien commun? J'oppose ainsi à la prétendue disparition des idéaux en politique l'idée que l'amour a toujours été et continuera d'être la motivation première à investir la sphère publique. D'où la thèse, l'amour est l'a priori du politique, c'est-à-dire la motivation qui nous pousse vers la sphère politique. La deuxième objection que je voudrais traiter aujourd'hui à cette thèse, que l'amour est l'a priori du politique, serait que l'implication en politique est une affaire d'ambition personnelle. Donc, on répondra peut-être avec cynisme à cette thèse que ce que l'on cherche en politique, ce n'est qu'en réalité qu'à satisfaire ses intérêts personnels, tout au plus ceux d'un certain groupe d'appartenance. La politique en serait ainsi réduite à une quête de pouvoir, d'influence, de reconnaissance. Mais je pose la question, une telle réponse désenchantée n'est-elle pas possible précisément en raison de ce que l'on présuppose qu'il s'agit là d'une dérive de la vocation politique et non de son essence? C'est-à-dire, n'est-ce pas parce que nous présupposons que la vocation politique doit être mue par l'amour du bien commun que nous constatons avec dégoût, certainement, la faillite apparente, au moins, de certains de nos élus à incarner cette vocation? En d'autres termes, n'est-ce pas non parce que nous aurions abandonné nos grands idéaux, mais plutôt précisément parce qu'ils sont toujours bien vivants que nos politiciens nous déçoivent? Évidemment, jusque dans les dernières révélations médiatiques, c'est un fait, nos politiciens nous déçoivent. Est-ce que c'est le cas de tous? J'espère que non. Mais c'est une grande tendance d'être déçus par nos politiciens. Or, ma thèse consiste à dire, c'est précisément parce que nos idéaux de justice, par exemple, sont bien vivants
que nos politiciens nous déçoivent. Si nous avions abandonné nos idéaux, les politiciens ne nous décevraient pas. Alors, l'une des plus belles pages, à mon avis, témoignant de la vigueur au moins possible des idéaux face au renoncement des politiciens, est celui de Chesterton, au début de son chapitre « La morale des elfes », enfin qui est tiré de son maître ouvrage « Orthodoxie » en 1908. Nous avons eu l'occasion de citer abondamment Chesterton, au moins il y a 2 ans, lors du colloque justement dont on a parlé. Alors, je vais citer longuement Chesterton, une page fameuse et, à mon avis, délicieuse sur le rapport entre les idéaux, la vigueur des idéaux et les politiciens qui nous déçoivent. Alors, Chesterton dit « Quand un homme d'affaires veut rembarrer l'idéalisme de son jeune employé, c'est généralement avec ce genre de propos. Oui, je sais, à 20 ans, on a de beaux idéaux, on rêve d'absolu, on construit des châteaux en Espagne. Mais, à l'âge mûr, tout ça part en fumée. On redescend sur terre, on s'en remet au pragmatisme des politiciens. On se débrouille avec ce qu'on a, on s'accommode du monde tel qu'il est. C'est donc en ces termes, pour le moins, que de vieux et respectables philanthropes, qui dorment à présent dans leur honorable tombeau, s'adressaient à moi quand j'étais jeune. Mais depuis lors, je suis devenu adulte et j'ai découvert que ces vieux philanthropes racontaient des sornettes. Il s'est produit en fait exactement l'inverse de ce qu'ils avaient prédit. Ils avaient prédit que je perdrais mes beaux idéaux et que je me mettrais à croire au pragmatisme des politiciens. Or, je n'ai renoncé en rien à mes idéaux. Je mets ma confiance dans les mêmes principes fondamentaux qu'autrefois. Ce que j'ai perdu, c'est mon ancienne et naïve confiance dans les politiciens et leur pragmatisme. Donc pourquoi, donc ça c'est la fin de la citation. Pourquoi en effet perd-on confiance en nos politiciens si ce n'est qu'ils n'incarnent pas les idéaux que nous attachons pourtant spontanément à la sphère politique? Précisément l'amour du bien commun, alors que nous présupposons qu'il s'agit de leur devoir. Je pose ainsi, d'une part, que le politique ne s'explique pas sans recours à des idéaux. Et d'autre part, que les idéaux politiques ne s'expliquent pas eux-mêmes sans une forme d'amour. C'est dans ce sens que ma thèse consiste à dire que l'amour est l'a priori du politique. Or, il s'agit de toute évidence de préciser avec rigueur de quel amour est-il question ici. Je toucherai ici donc ma troisième objection, selon laquelle il est impensable d'éprouver de l'affection pour tous. Alors, bien évidemment, un tel amour, celui que j'essaie de développer ici, ne peut être assimilé sans risque à cette forme d'amour que j'ai évoquée plus haut et qui se traduit par l'affection que l'on porte à des personnes qui nous sont chères. L'objection la plus évidente à penser l'amour comme a priori du politique consiste en effet à dire qu'il est impensable d'éprouver de l'affection pour tous. Alors, pour cerner le type d'amour propre à la sphère politique, je partirai ici de Kant pour le définir comme un amour pratique, c'est son expression, et qui est à bien distinguer d'un amour d'affection. Dans son texte fameux, La fondation de la métaphysique des mœurs, on trouve ce passage très court où Kant interprète le concept biblique de l'amour du prochain comme un devoir pouvant être commandé ou ordonné, mais en le distinguant soigneusement de l'inclination qui, elle, ne peut être commandée, ne peut faire l'objet d'un commandement. Alors, je cite Kant. Kant dit « L'amour en tant qu'inclination ne peut se commander, alors que faire le bien par devoir, tandis qu'absolument aucune inclination n'y pousse, et qu'une aversion naturelle et irrépressible vient même s'y opposer, cela correspond à un amour pratique. » Donc, faire le bien par devoir, c'est ce que Kant entend par amour pratique. Et non, donc, il correspond à un amour pratique et non pathologique, je vais expliquer le terme, qui est inscrit dans la volonté et non pas sur la pente de notre être sensible.
dans les principes de l'action et non pas dans la sympathie qui nous fait fondre. Or, seul cet amour peut être commandé. Donc, par le terme pratique, Kant entend quelque chose comme déterminé par des principes moraux, alors que le terme pathologique, qui peut nous surprendre ici, renvoie ici non pas à un état maladif, mais plutôt à ce qui est déterminé par notre sensibilité, à une inclination, un attrait. Un amour d'affection, la sympathie qui nous fait fondre, comme dit Kant, est une inclination. Ce qu'il veut dire ici, c'est que le commandement biblique, c'est de ce dont il parle dans la citation, d'aimer nos ennemis n'est assurément pas une prescription d'éprouver de la sympathie à leur égard, mais un principe moral qui doit avoir le dessus sur nos inclinations. On voit d'ailleurs la même racine, pathos, qui signifie passion, au sens de quelque chose qui est subi ou éprouvé, dans pathologique et dans sympathie. La sympathie qu'on éprouve envers quelqu'un est subie, en un sens, comme le suggère, par exemple, l'expression « tomber en amour ». Quelque chose qu'on contrôle peu ou qu'on ne contrôle pas. Or, le type d'amour que je cherche à cerner ici n'est pas de l'ordre de la sympathie, mais de la bienveillance par principe, par devoir, si l'on veut. C'est ce que Kant veut dire. Alors, celui qui s'investit en politique, c'est bien évident qu'il doit être préparé à travailler au bien de tous, au bien commun, y compris de ceux qui lui sont hostiles ou de ceux pour qui il éprouverait même de l'aversion. Dans son autre texte, La métaphysique des mœurs, Kant rajoutera ainsi, je cite, « La maxime de bienveillance, c'est-à-dire l'amour pratique des hommes, est pour tous les hommes un devoir des uns envers les autres, qu'on les trouve ou non dignes d'amour, d'après la loi éthique de la perfection, aime ton prochain comme toi-même. » Fin de la citation. Alors, ce n'est pas la sympathie, mais la bienveillance qui est un devoir envers l'humanité, selon Kant. Or, il est conscient que cette bienveillance universelle n'est pas impartiale et désincarnée. En effet, il dira que le devoir de bienveillance est très étendu en extension, au sens il est universel, au sens d'un devoir envers l'humanité dans son ensemble, mais fort peu en degré. Je cite encore Kant, il dit « L'amour que nous portons envers ceux qui nous sont proches est plus fort en degré, mais cela ne nuit pas à l'universalité de la maxime qui veut que nous respections et que nous soyons bienveillants envers l'humanité en général. » Fin de la citation. Alors, contre une objection évidente, soit l'objection désenchantée selon laquelle les arguments religieux n'ont pas de place ou de validité dans la vie publique, précisons ici, pour autant qu'il soit nécessaire, que les concepts bibliques de l'amour du prochain, de l'amour des ennemis, trouvent ici leur fondement chez Kant dans la raison. Il ne s'en remet pas à l'autorité des Écritures comme telles, mais ils trouvent leur fondement dans la raison. C'est-à-dire, cet amour pratique que Kant cherche à cerner découle en effet de sa vision de l'humanité comme d'une fin en soi et qui fonde, selon lui, toute la moralité. Je vais rappeler ici le passage fameux là, où Kant explique que l'humanité doit être considérée comme une fin en soi. C'est des choses qu'il est bon de se rappeler de temps en temps. Kant dit « Or, je dis, l'être humain, et en général, tout être raisonnable, existe comme fin en soi, et non pas simplement comme moyen pour l'usage que pourra en faire, à son gré, telle ou telle volonté, mais il faut qu'il soit toujours considéré dans toutes ses actions, aussi bien celles qui sont orientées vers lui-même que celles qui sont orientées vers d'autres êtres raisonnables, en même temps comme une fin. » C'est le grand principe qui fonde à peu près toute l'éthique kantienne. Il est peu souvent remarqué, cependant, que ce grand principe, l'humanité existe comme fin en soi, est en fait une incarnation de cet amour conçu comme bienveillance universelle.
D'une part, en effet, Kant dira que considérer l'humanité comme fait en soi impose le devoir de respect. Il dit « Le devoir de respecter mon prochain est compris dans la maxime de n'abaisser aucun autre homme jusqu'au point où il serait uniquement un moyen au service de mes fins. » C'est-à-dire la maxime de ne pas exiger que l'autre doive renoncer à lui-même pour se faire l'esclave de mes fins. Alors, cette prescription est ce que j'appellerais le versant négatif de l'impératif kantien. Négatif au sens où il se présente sous une forme d'interdiction. Or, le versant positif, c'est-à-dire qui affirme une prescription, disons, indique, je cite encore, que le devoir d'aimer son prochain peut encore s'exprimer ainsi. C'est le devoir de faire miennes les fins d'autrui, pourvu qu'elles ne soient pas immorales. Fin de la citation. Nous pouvons ainsi voir que l'amour, chez Kant, conçu comme bienveillance universelle, se présente sous la forme d'une participation active aux fins d'autrui, dans la mesure où ils ne sont pas immorales, c'est-à-dire dans la mesure où l'humanité est préservée dans notre personne ainsi que dans la personne de tout autre. Aimer, c'est veiller au bien, ce qui est évident dans le terme bienveillance. Contrairement à la sympathie, laquelle n'est certes pas dénuée de bienveillance, cette forme d'amour se transmet aisément dans la sphère publique. Il est en effet possible de décrire l'amour requis par la vie de la cité comme une participation active aux fins de la police, avec un S évidemment, c'est-à-dire de la cité, c'est-à-dire au bien de la cité, une participation active aux fins de la cité, au bien commun. L'amour, pour revenir à ma question de départ, doit-il être réservé aux liens directs des individus entre eux? Mais je pose la question, si c'était le cas, la politique serait-elle encore même possible? Ce qui m'amène à la quatrième objection à ma thèse, selon laquelle l'indignation serait un moteur plus puissant que l'amour pour investir la politique. Alors, on répondra, en s'objectant à ma thèse, que ce qui pousse à sortir de notre tanière, à passer de la vie privée à la sphère publique pour veiller au bien de la cité, est moins l'amour du bien que l'indignation face au tort causé. C'est-à-dire, c'est parce que nous jugeons que les instances gouvernementales ne font pas bien leur travail, c'est parce que nous sommes témoins d'injustice que l'impulsion à intervenir dans la sphère publique naîtrait. Et la colère change les choses. Lors d'une récente grève des enseignants, à l'occasion de la négociation de notre convention collective, on voyait sur les lignes de piquetage, par exemple, le slogan « En colère et solidaire ». C'est la colère, c'est l'indignation qui nous pousserait à investir la sphère publique. Alors, écoutez, à moins d'être nihiliste ou stoïque, et encore, nous réagissons avec colère à l'injustice perçue, avec indignation. Donc, l'indignation est ainsi un puissant allié de la justice et du bien. C'est une grande vertu qui révèle la dignité bafouée, l'injustice, le mal. Si je peux me permettre de citer M. de Coninck, dans une communication en 2014, il disait « Le sentiment d'indignation précède le concept de dignité et marque ainsi l'éclosion de la conscience morale. » Alors, mon propos n'est pas ici de contester la nécessité de l'indignation ou de réfuter celle-ci, bien évidemment, mais plutôt d'examiner la relation entre les fondements de l'indignation et de l'amour. Je pose que l'indignation existe et se manifeste en raison d'un tort perçu, donc d'un mal, alors que l'amour existe et se manifeste plutôt en raison de l'attrait qu'exerce un bien. Or, il est parfois, voire souvent, tentant d'associer au mal une puissance que nous ne reconnaissons pas d'emblée au bien.
car selon l'adage, le bien ne fait pas de bruit. Alors, prenant mes distances avec cette vue plutôt manichéenne, je préfère voir avec les anciens, disons Saint-Augustin, Saint-Thomas, dans le mal une corruption du bien. Le mal ne tirant pas sa puissance de lui-même. Un terroriste, par exemple, usera de sa liberté, qui est un grand bien, pour causer du tort. J'affirme ainsi une priorité ou une primauté ontologique du bien sur le mal. Alors, si l'indignation s'active en attestant le mal, il est aussi possible d'y discerner une filiation certaine avec le bien. D'une part, en effet, l'indignation est attachée à sa racine à un bien qui a été nié ou masqué par le tort commis. D'autre part, l'indignation, en s'opposant au tort commis, a précisément pour fonction de révéler ce bien qui a été nié. Et on aime un bien. On peut ainsi dire que l'on s'indigne parce qu'on aime. Mais quelle serait la portée de ce débat dans la vie publique? Elle consiste ici à affirmer le primat ou le rôle plus fondamental de l'amour sur l'indignation. Dit simplement, nous nous indignons des injustices dont nous sommes témoins, car nous aimons le bien commun. Si à l'endroit de l'injustice, la colère est certainement et parfaitement justifiée, pourquoi ne pas reconnaître ce primat de l'amour, c'est-à-dire sa plus formidable puissance comme source de motivation? Pourquoi ne pas passer de « en colère et solidaire » à « en amour et solidaire » ? Alors, ceci m'amène à ma cinquième et dernière objection. À quoi bon l'amour s'il est récompensé par la haine? Alors, on l'aura pressenti, un tel amour, dans la mouvance kantienne que j'ai évoquée, suppose le don de soi. C'est-à-dire, il suppose de sortir de soi-même pour participer activement aux fins d'autrui et, dans la sphère politique, aux fins de la cité. C'est certainement le cas du politicien qui ne s'appartient plus. Et ce, même lorsque sa motivation profonde demeure confinée à l'amour de soi et l'ambition personnelle. Le politicien ne s'appartient plus. Mais comment récompensons-nous le don de soi de nos politiciens? Par la haine et le mépris. Si le reste une personne à convaincre, c'est qu'elle ne possède probablement pas de compte Facebook. Suffit-il de se bâtir une carapace, de se rendre imperméable aux critiques pour se concentrer sur le bien de la patrie et à la mise en œuvre de nos idéaux? La satisfaction de parvenir, au moins parfois, à faire avancer le bien commun, à certains de nos idéaux, est-elle suffisante pour garder la motivation d'affronter, jour après jour, la critique, la dérision, le mépris? Alors, les idéaux ont certes de soi une grande puissance de motivation. Montesquieu, par exemple, voyait dans l'amour des lois et de la patrie la vertu politique. Amour qui demande une préférence continuelle de l'intérêt public au sien propre. C'est la source du principe démocratique selon lui. L'utilitarisme de Jeremy Bentham ou de John Stuart Mill, pour sa part, avait aussi ceci qu'il s'efforçait de mettre l'accent sur le lien entre l'intérêt personnel et le bien du tout. C'est-à-dire qu'il incitait à voir dans le bien du tout notre bien propre. Alors, l'insuffisance de ces théories consiste en ce que l'amour y est dirigé vers une abstraction. Les lois, la patrie, le tout. Or, le bien commun est toujours celui des personnes. L'amour du bien commun doit par conséquent être celui des personnes. Ainsi, comme Kant l'avait vu, l'amour du bien commun doit inclure jusqu'à l'amour de ceux qui nous détestent, l'amour pratique de ses ennemis. Sinon, la poursuite du soi-disant bien commun en reste à une abstraction, ou puis encore se limite à une quête d'intérêt particulier dans laquelle autrui est ravalé au rang de moyen
au service de nos fins propres. Chesterton voyait aussi dans cette exigence l'essence de l'amour. Il dit, aimer signifie aimer ce qui n'est pas aimable, sinon il ne s'agit pas de l'amour. À quoi bon l'amour s'il est récompensé par la haine? Je répondrai ceci. L'amour est le meilleur rempart contre la haine. Comme l'avait vu Socrate, la haine, comme l'injustice, pervertit l'âme de celui qui est, mais ne peut faire réellement de mal à l'homme de bien qui l'a subi. Alors, ceci m'amène à ma conclusion, où j'évoquerai la question de la transcendance. Alors, j'ai voulu montrer que l'amour était l'a priori du politique. C'est même le cas des politiciens qui nous déçoivent. Je rappelle, ne nous déçoivent-ils pas, en fait, précisément parce qu'ils font passer l'amour de soi avant l'amour du prochain. Or, l'amour de bienveillance requis par la sphère politique est une exigence, une vertu, un idéal. Il exige le don de soi, l'abnégation, jusque dans la bienveillance envers ses ennemis. Une question importante demeure. Un tel amour peut-il se passer d'une dimension transcendante? La citation de Chesterton que je viens de donner recèle une ambiguïté dans la traduction. Quand on dit « love » en anglais, traduit autant « amour » que « charité ». Et dans Orthodoxie, la même idée évoquée revient sous le vocable de la charité. Je cite encore Chesterton, qui dit « dit simplement, la charité signifie certainement l'une de deux choses, pardonner des actes impardonnables ou encore aimer des personnes qui ne sont pas aimables. » Alors, Augustin distinguait deux formes principales de l'amour. Celui qui rapporte tout à soi et celui qui rapporte tout à Dieu et qui s'appelle dès lors charité. Je cite un passage fameux de la Cité de Dieu. Il dit « Deux amours ont fondé deux cités. L'amour du monde jusqu'au mépris de Dieu, l'amour de Dieu jusqu'au mépris du monde. » Fin de la citation. N'est-ce pas ceux qui sont animés de la première forme d'amour, celui qui rapporte tout à soi et que les anciens appelaient concupiscence, qui nous déçoivent? À l'inverse, l'âge séculier, selon l'expression consacrée par Charles Taylor, dans lequel nous vivons, ne répugne-t-il pas à importer des concepts religieux dans la sphère publique? Alors, l'amour pratique que j'ai défini avec Kant se situe un peu à la croisée des chemins. Il intègre les concepts bibliques de l'amour du prochain et de l'amour des ennemis, mais se fonde en raison sur l'idée d'humanité comme fin en soi. Le monde, en prenant le monde dans son acception biblique dont parlait Augustin, est-il capable d'un tel amour? C'est-à-dire, cet amour peut-il se passer d'une dimension transcendante? Ce pari que j'ai fait de fonder avec Kant la bienveillance universelle et l'amour des ennemis en raison, est-il simplement possible? N'est-ce pas un amour transcendant que l'on rejette lorsque l'on affirme, par lassitude ou par cynisme, que les plus hauts idéaux n'ont pas leur place dans la vie publique? La cause du cynisme n'est-il pas à chercher dans le rejet de la transcendance, dans l'idée d'un désenchantement du monde? Alors, la question de la possibilité d'un tel pari reste ouverte. Mais pour qui répondra non, c'est-à-dire qu'une dimension transcendance est requise, sous forme de la grâce, par exemple, je répondrai que c'est le rôle de ceux qui sont porteurs de ces idéaux d'insuffler un amour transcendant en politique. Sinon, qui le fera? Alors voilà, j'ai terminé.
Merci beaucoup Mathieu. Donc, je vais reprendre un peu les grandes lignes pour aussi introduire les questions. Donc, loin d'opposer amour et politique, Mathieu Screr a défendu la thèse de l'amour comme a priori du politique, comme motivation qui est poussée vers la sphère politique. Donc d'abord, il a insisté sur le fait que l'amour n'appartient pas seulement à la vie privée, en rappelant la question de l'amour du bien commun comme motivation première du politique. Ensuite, il s'est tourné vers l'implication en politique, qui n'est pas seulement une affaire d'ambition personnelle, et en montrant que justement, quand les gens sont déçus, ce qui sera sans doute un thème qui va revenir dans les communications aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont des idéaux de justice. Alors ensuite, il s'est tourné vers l'objection selon laquelle il est impensable d'éprouver de l'affection pour tous, donc en essayant de montrer comment on peut parler de bienveillance universelle, en se tournant vers une conception très kantienne de la bienveillance faite par devoir, et donc qui implique aussi de travailler au bien de tous, même par rapport à ceux qui nous sont hostiles. Et donc il a lié à ce moment-là le commandement d'aimer son prochain comme soi-même au devoir de bienveillance entendu selon Emmanuel Kant. Donc pour insister sur un fondement en raison et de considérer toujours l'autre comme une fin et non comme un moyen, mais en le distinguant de la sympathie. Alors le quatrième point, c'était par rapport à l'indignation, donc d'essayer de voir que derrière l'indignation, il y avait un amour, et donc il a repris le slogan « En colère et solidaire » pour lui opposer « En amour et solidaire », pour montrer qu'au-delà de la colère, il y a un amour qui motive cette indignation, donc un tort perçu. Et enfin, le cinquième point, donc à quoi bon l'amour s'il est récompensé par la haine? Et donc là, une fois encore, l'idée de bien commun, même vis-à-vis des personnes qui nous détestent, et de voir en quoi cet amour est possible s'il est, oui ou non, coupé de la transcendance. Et donc Mathieu semblait aussi mettre l'accent sur un certain cynisme qui est lié au rejet de la transcendance, donc aussi lié à son thème du désenchantement du monde de Max Weber, qui l'a aidé à introduire son essai aujourd'hui. Alors j'aurais deux questions pour ma part avant de donner le micro à l'Assemblée. Tout d'abord par rapport à l'indignation. Quand tu dis il y a la primauté ontologique du bien sur le mal, là est-ce que c'est pas une confusion entre l'essence et l'existence, dans le sens où si on est en colère, c'est justement parce que le bien est absent, et donc au niveau du jugement d'existence, c'est quand même bien de se rendre compte que là en fait le bien n'est pas présent, et donc c'est ce qui me motive, même si je peux expliquer l'absence du bien et donc le mal par l'absence du bien, que ce que je constate au niveau du jugement de l'existence, c'est que le mal est présent. Et alors ma deuxième question, c'est par rapport au cinquième point. Quand tu dis, Chesterton affirme que aimer, c'est aimer ce qui n'est pas aimable. Donc là, je pense que j'aimerais bien t'entendre sur ce point, puisque l'amour est toujours l'amour du bien. Et en fait, il y a un peu un paradoxe dans ton propos, puisque au niveau de l'indignation, justement, tu rappelles que la colère est toujours vis-à-vis d'un bien qui est absent. Et si l'amour est amour du bien, comment peut-il être aussi amour de ce qui n'est pas aimable? Et donc, pour moi, il y a aussi un paradoxe au niveau du christianisme, puisque quand on dit aimer vos ennemis, c'est jamais aimer l'ennemi en tant qu'ennemi, mais c'est aimer l'ennemi en découvrant qu'il y a quelque chose d'aimable, même si ultimement, on ne peut qu'affirmer d'un point de vue théologique qu'il est aimé par Dieu et qu'on ne peut pas voir. Donc, si on prend notamment les cas extrêmes du mal, si on n'arrive pas à voir le bien qui est présent.
Mais je pense que c'est une question qui est aussi fondamentale quand on voit tout le débat contemporain, justement par rapport au fait de pardonner l'impardonnable, où finalement le modèle devient l'amour du mal plutôt que l'amour du bien. Donc une erreur que je pense on retrouve chez Jan Kelevich et aussi chez Jacques Derrida. Donc ça, est-ce que c'est pas une erreur de dire qu'on aime ce qui n'est pas aimable, alors qu'en fait, le but, c'est d'aimer ce qui est aimable, même si j'ai du mal à le découvrir. Et donc je pense notamment à Martin Luther King qui insiste beaucoup sur dans son texte Aimer les ennemis, sur le fait qu'il faut essayer justement de ne pas réduire l'autre à sa faute et de voir qu'est-ce qui est aimable en l'autre. Et donc toute ma question justement c'est est-ce qu'il n'y a pas un danger quand on transpose un concept théologique au niveau philosophique à manquer aussi l'essence de ce concept? Voilà, donc ça c'est mes premières questions. Et ensuite je donnerai la parole à l'Assemblée. Merci beaucoup Gaëlle. Tout un programme. Donc sur l'indignation, où j'ai affirmé le primat du bien sur le mal, tu affirmes à partir de la distinction entre l'essence et l'existence, est-ce qu'il ne faudrait pas reconnaître que le mal est présent, donc que le mal existe de soi. Donc, c'est-à-dire constater la présence du mal ne serait pas uniquement l'absence de bien, mais qu'il y a un mal qui est ontologiquement présent. Ouais, c'est ça. Le mal, il me semble, de la manière que je l'ai défini comme absence du bien ou comme corruption du bien en me référant aux anciens, consiste à dire que le mal n'a pas la puissance d'être par lui-même. Il n'existe pas par lui-même. Il se fonde toujours sur un bien. L'exemple que j'ai donné, l'exemple du terroriste qui est cause du tort, je vais essayer de le dire délicatement, là. Il y a certainement énormément de bien présent dans cet acte. Au sens où, il faut bien comprendre ce que je vais dire, le terroriste ou celui qui cause du tort met en œuvre sa liberté. Et la liberté est un bien. Sans la liberté, le mal serait impossible. Mais la liberté est un bien. Donc le mal se fonde non pas sur une puissance ontologiquement existante par elle-même, mais et qui serait mauvaise, mais sur une puissance ontologiquement bonne. Donc le mal est présent, ça suppose que le bien est présent. Le mal étant une corruption de quelque chose de bien. C'est dans ce sens que j'ai affirmé donc le primat du bien sur le mal. Je refuserais de dire le mal existe par lui-même, qu'il y aurait une puissance ontologique du mal, qui serait plutôt une vue manichéenne. C'est dans ce sens-là que je voudrais répondre. Ta deuxième question, qui touche le même sujet, la citation de Chesterton qui dit aimer signifie aimer ce qui n'est pas aimable, semblerait dire, effectivement, pourrait donner lieu à une contradiction dans mes propos, s'il voudrait dire l'amour du mal. Peut-être que c'était pas assez clair dans mon propos, mais je pense que je peux un peu clarifier, parce que je pense qu'on est fondamentalement d'accord sur la question. Je vais me référer à une autre citation de Chesterton ailleurs, qui, je pense, éclaire ce qu'il veut dire par là, et qui est mon propos aussi. Dans La morale des elfes, le texte que j'ai cité à une autre reprise, il interprète certains contes pour enfants, très brièvement, sans donner une longue explication, mais parce que c'est un passage où il parle des contes. Il dit, la morale de la belle et la bête, c'est aimer ce qui n'est pas encore aimable. Aimer ce qui n'est pas encore aimable. Et j'aurais peut-être dû utiliser cette citation.
Parce que lorsque donc Chesterton dit aimer ce qui n'est pas aimable, il ne veut pas dire, il veut moins dire aimer quelque chose de mauvais que aimer comme principe révèle le fait d'être aimable dans quelque chose qui ne l'est pas encore. Et je pense que c'est ça que tu voulais dire en disant l'amour peut révéler qu'il y a quelque chose d'aimable dans ce qui, a priori, pourrait sembler pas aimable. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il veut dire. C'est certainement dans le sens où moi j'ai utilisé la citation. L'amour peut révéler le bien qui est encore là, présent plus fondamentalement, disons ontologiquement, et que le mal corrompt. Est-ce que ça peut aider? Oui, merci. Mais c'était surtout l'idée qu'on n'aime que le bien, on ne peut pas aimer le mal. Donc, notamment, il faut réagir par rapport à l'action injuste. Et donc, ça me paraît quand même fondamental. Et c'est pour ça qu'il semblait qu'il y avait une contradiction entre aimer ce qui n'est pas aimable, ce qui en fait va être le modèle de Jan Kelevich et qui va être repris par Jacques Derrida en disant finalement on ne peut pardonner que l'impardonnable parce qu'on ne peut pardonner que le mal extrême, et qui en fait provient d'une déviation au départ justement où au lieu d'aimer ce qui est aimable, on aime ce qui n'est pas aimable. Oui, c'est pas dans ce sens-là. Il y a une corruption en fait de l'amour de charité. Oui, c'est ça. C'est pas dans ce sens-là que Chesterton l'emploie. Quoique, effectivement, la citation, comme telle, hors du contexte, peut prêter lieu à... alors, non, c'est pas dans ce sens-là que je l'ai employé. Merci beaucoup. Donc, maintenant, l'Assemblée, on a encore quelques minutes pour au moins une question. Oui, Charles Bladberg. Merci. Et merci pour l'intervention. À un moment donné, vous avez mentionné comment, chez Kant, d'agir selon une motivation comme la sympathie, c'est une pathologie. Et j'avoue, c'était des propos dont j'ai jamais vraiment compris, surtout quand il va jusqu'à dire que cette pathologie est un signe d'une volonté corrompue et donc la définition même du mal absolu. Comment ça que quelqu'un qui aide les autres à cause de la sympathie peut être compris comme le mal absolu? Je sais que ce n'était pas dans votre intervention, mais quand même, c'est une idée centrale chez Kant et je me demande si vous pouvez m'aider à comprendre l'idée. Oui, c'est une clarification qui est très importante parce que ce terme-là surprend. Quand je l'interprète, par exemple, pour mes étudiants, je passe un bon bout de temps à bien interpréter ce terme-là. Dans le fond, des fois, j'aimerais mieux changer la citation de Kant que d'utiliser le terme. Il me semble qu'on ne peut pas le comprendre comme Kant. On ne peut pas comprendre Kant comme disant l'amour de sympathie est une pathologie. Dans le sens, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un amour, comme je dis, maladif il n'y a pas du tout une connotation négative dans le sens où j'interprète la citation. J'interprète le mot pathologique comme voulant dire simplement un amour subi. Hein. Dans la même citation, il parle de la sympathie qui nous fait fondre. Et donc, j'insiste sur la racine pathos pour leur dire c'est un amour qui est subi au contraire d'un amour qui est déterminé par le devoir, qui est donc un acte de la volonté. Donc, j'interprète simplement Kant comme voulant dire il s'agit d'un amour que l'on subit, une passion, comme on dit souvent en français sur le mot pathos. Je ne l'ai jamais interprété comme voulant dire c'est un amour qui est désordonné. Je ne crois pas que c'est ce que Kant veut dire lorsqu'il parle de la sympathie. Parce que dans l'autre, je pense que c'est le même passage que j'ai cité aussi, peut-être un autre, je ne me rappelle pas, mais il va dire, bien sûr, l'amour que nous avons pour les gens proches de nous est plus fort en degré. Il ne dit certainement pas que c'est une pathologie, que que la sympathie n'est pas une pathologie. Il veut simplement dire que ce n'est pas, on ne commande pas, on ne peut pas commander à quelqu'un de subir, hein, d'éprouver quelque chose un sentiment qu'on peut éprouver ne peut pas être commandé
Alors, moi, c'est dans ce sens-là que j'interprète le mot pathologique, mais pas du tout dans le sens d'une pathologie. Donc, peut-être que je peux me tromper, là, évidemment, mais je ne l'ai jamais interprété dans ce sens-là. Mais c'est vrai que le mot surprend, on a l'impression de dire, ah oui, pour Kant, la sympathie, non, c'est pas bien. Là. Dès qu'on éprouve quelque chose envers quelqu'un, c'est pas bien, c'est le devoir. Et il me semble qu'on peut pas l'interpréter comme ça, mais... Bonjour, je m'appelle Luc Maïba et vous avez invoqué la charité dans votre conclusion et je suis content parce que on n'entend pas beaucoup parler de politique à l'Église, pas assez à mon avis, mais on entend beaucoup parler de charité. Et la plupart du temps, quand je pense à charité, je pense à des banques de nourriture, des organismes qui viennent en aide aux pauvres, par exemple. Et si je ne passe pas ma vie à faire ce genre de charité, c'est peut-être parce que je pense que certains de ces problèmes devraient être résolus par la politique, par les gouvernements sur lesquels les politiciens exercent leur influence. Alors, ma question est, lorsque j'entends les prêtres dire le mot charité, est-ce que je devrais comprendre que cela comprend aussi la politique ou est-ce qu'il y a un problème de distinction entre charité et politique? C'est une question extrêmement pertinente. Historiquement, ici au Québec, vous savez, les communautés religieuses s'occupaient de ce qu'on appelle les œuvres de charité, mais même de l'éducation, des hôpitaux, et ce sont des domaines qui ont été pris en charge par l'État éventuellement, de plus en plus. On peut dire jusqu'à un certain point, il faudrait faire la distinction de justice et charité. Lorsqu'on parle de santé, d'éducation, une question de justice, c'est pas uniquement de charité. Mais c'est le rôle de l'État de pourvoir, évidemment, de pourvoir au bien. Alors, lorsque vous mentionnez l'aide aux démunis, aux pauvres, évidemment, c'est le rôle de l'État. Est-ce qu'on va demander à l'État la charité, cependant? Je ne pense pas qu'on puisse demander à l'État la charité si on l'entend comme vertu théologale. Mais on peut certainement lui demander des œuvres de justice qui sont faites par charité par des croyants. La même chose lorsqu'on parle d'œuvres de bienfaisance ou d'œuvres humanitaires qui, historiquement, on va dire, ce sont des œuvres de charité. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire que c'est la charité qui pousse les organisations religieuses et les croyants à faire des œuvres de miséricorde. Je pense que c'est le bon vocabulaire. On ne demandera pas ça à l'État, mais on peut demander certainement, on ne peut pas demander à l'État la charité comme motivation. Là, ça demanderait d'examiner, évidemment, la question très, très importante, donc de la place de la religion dans l'État, du théocentrisme, en fait, l'État religieux, la laïcité. Bon, c'est toutes des questions que je vais laisser de côté. Mais on peut certainement demander à l'État des œuvres de justice qui sont faites par charité par des croyants. Ma conclusion qui touchait l'idée, est-ce que la transcendance n'est-elle pas requise? Est-ce qu'il n'y a pas une dimension transcendante qui n'est pas requise pour justifier l'amour du bien commun? Ultimement, si on va jusqu'à la racine, c'est une question que j'ai laissée, je n'ai pas apporté de réponse. Me semble lier en quelque sorte la charité et le politique d'une certaine façon. Me semble lier la charité et le politique, mais du point de vue probablement du croyant.
Lorsque vous mentionnez qu'on entend parler de charité à l'Église, mais peu de politique, il me semble, mais ça demanderait d'autres développements, que la charité doit avoir une vocation politique. Ce qui amènerait la question que j'ai peu touchée, je pense que d'autres vont la toucher, l'implication du croyant en politique, c'est une chose certainement nécessaire. Alors, ce que j'ai voulu évoquer, c'est au début avec la question de la place des idéaux dans la sphère politique, c'est que l'amour ne doit pas être réservé à la sphère privée, pardon. Alors, a fortiori de la charité, on pourrait peut-être conclure quelque chose comme ça. La charité ne doit pas être réservée à la sphère privée, évidemment.